Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Frequenza pour une nouvelle semaine qui commence en ce lundi avec David Metzak. Salut David. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, merci. On a beaucoup voyagé en montagne, dans les plaines, dans les champs les semaines précédentes. Et bien on va prendre la mer cette semaine en compagnie de Tony Zeller. Bonjour Tony. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes patron pêcheur. Tout à fait. Et vous travaillez du côté d'Ajaccio? Je travaille oui, particulièrement du côté d'Ajaccio. Ouais. Alors, première question, aujourd'hui, en quoi consiste le métier de patron pêcheur? Est-ce que c'est un métier qui a beaucoup évolué avec le temps, avec les technologies Évoluer, il y a plus la partie électronique et c'est les sophistications des navires qui ont évolué, mais sinon la pêche reste quand même ancestrale et artisanale. Les techniques de pêche sont toujours les mêmes. C'est un métier, c'est un des plus vieux métiers du monde, il me semble. Oui, oui. Je crois. Donc c'est un métier vraiment... il y a un savoir-faire ancestral qu'on continue de perpétuer aujourd'hui. Oui, bien sûr, dans les techniques de pêche, on tient ça de nos anciens, des anciens pêcheurs. Le filet, par exemple, à Rouget, ce qu'on appelle la maille fine, se travaille soit en soirée, c'est-à-dire on cale nos filets en début d'après-midi, on les tire à la première étoile, à la tombée de la nuit. Et la matinée, on cale vers 3h du matin, puis on tire vers 9h nos filets à Rouget. C'est un métier qui est aussi difficile que par le passé, ou néanmoins... De plus en plus dur, par rapport à la ressource qui diminue. Il devient dur par rapport à ça. Oui. Alors pourquoi ce métier? Est-ce qu'il y a une tradition? Comme souvent, chez les pêcheurs, souvent... les enfants de pêcheurs aiment bien continuer. Non, vous, pas du tout. Mon grand-père était boulanger, mon père était fonctionnaire, il travaillait à la DDE. Et moi, j'ai été amené à attiré par ce métier par rapport à la passion que j'avais de la chasse sous-marine. Et j'ai commencé, si vous voulez, un ami qui m'a influencé, qui est corailleur actuellement, qui est monsieur Servasio Jean-François, à venir dans cette profession parce que la pêche à l'oursin était en rapport par rapport, si vous voulez, à l'apnée. Et puis j'ai enchaîné avec des saisons de pêche au filet et je me suis laissé prendre au jeu parce que c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui est passionnant et il y en a beaucoup qui ont la passion du poisson dans l'assiette, hein, David. Hein. C'est un plat qui est recherché quand même. Hein. Et puis les Ajaxiens sont friands de poissons. Hein. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir des poissons d'une extrême qualité comme ceci, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas en mettre à sa carte. Mais la pêche est de plus en plus dure, parce qu'il faut aller de plus en plus loin aussi, parce qu'avant on pêchait presque dans le golfe finalement. Et maintenant c'est pratiquement impossible. Impossible, non. Je ne dirais pas que c'est impossible parce que moi je travaille toujours dans le golfe d'Ajaccio, que ce soit sur la pointe des Sanguinaires, Capodifène, Capodimour, la Castagne. Ce sont des zones qui sont quand même toujours assez riches, je dirais, malgré qu'il n'y ait pas de gestion et de réserve dans les alentours, mais ça reste quand même plus ou moins poissonneux. Mais c'est vrai que lorsqu'on part beaucoup plus loin, les pêches sont différentes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une pêche intensive? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on peut pas parler de pression de pêche chez nous parce que on a quand même des mois où on pratique la pêche au filet, je dirais la pêche à la langouste qui commence du mois de mars et qui se termine à la fin septembre. Après, il n'y a pratiquement plus de filets à la mer, à part les filets à rouget, la maille fine, et la pêche au palangre. Voilà. Donc, si vous faites le calcul sur les 6 mois de pêche à la langouste, vous enlevez le mauvais temps, il n'y a pas trop de pression de pêche qui est exercée sur la profession. Non. Et alors, quelle serait la raison pour laquelle on trouve de moins en moins de poissons? Mais moi, personnellement, après chacun a son avis. Moi, personnellement, c'est un manque de gestion de la ressource. Comparativement, moi, personnellement, j'ai eu la chance de travailler au parc naturel régional de la Corse et j'étais basé à la réserve de Scande, là, et où j'ai pu mettre la tête sous l'eau et j'ai vu ce qu'apportait une réserve naturelle au niveau de la ressource, le fait de la protéger et d'empêcher toute activité de pêche sur une zone. Et c'est ce qui nous manque, nous, dans le golfe d'Ajaccio. Alors, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, même si c'est difficile à dire et à accepter sans doute pour les pêcheurs, mais une année sur 3 ou une année sur 4, peut-être, ne pas pêcher du tout, pour justement que
que la flore et la faune, surtout la faune, se reconstituent dans la mer. Est-ce que c'est une idée qui est possible? Ça serait dur pour nous, parce que là, ça serait rester sans travailler. Ça serait dur, mais est-ce qu'à terme, alors forcément, pourquoi pas imaginer un système d'indemnisation? Parce que est-ce que finalement, ce serait pas mieux reculer pour mieux sauter dans l'avenir? Oui, peut-être. C'est peut-être une solution. Mais bon, nous, ici, à la Prud'homie d'Ajaccio, les pêcheurs ajaxiens particulièrement, on a fait une proposition de réserve naturelle sur les sanguinaires, qui est un projet qui va, je pense, aboutir dans les prochaines années. Ça, c'est la solution. Mais ça ne sera pas une réserve comme Scandola ou celle des Lavés. On s'oriente plus sur une réserve halieutique où il y aura des zones où on pourra pêcher qu'à l'hameçon, d'autres zones où on pourra pêcher qu'au filet avec un maillage réglementaire, c'est-à-dire pas de maille fine, que de la grosse maille, et des zones où on pêchera qu'à la nasse. Et une zone intégrale, ce qu'on appelle la zone intégrale, où toute activité de pêche sera interdite. Que ce soit l'hameçon, le filet, la chasse sous-marine, la palangrotte, etc. Ça, ce sera le cœur de la réserve. Alors, effectivement, il y a plusieurs techniques de pêche. Et ça, on va les découvrir avec vous cette semaine, Tony. David, on va se donner rendez-vous demain. Pour un peu explorer toutes ces techniques. Parce qu'il y a les techniques de pêche, il y a les différents poissons, les crustacés. Il y a plein de choses à voir avec Tony tout au long de cette semaine. À demain, donc. Bonjour, David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très très bien, et puis on est en bonne compagnie. Nous sommes avec Tony Ziller, qui est pêcheur, ou plutôt patron pêcheur. Vous y tenez à patron pêcheur, hein? Oui, parce que c'est vrai qu'on dit pêcheur, on pense tout de suite peut-être à pêcheur du dimanche, un peu comme moi. Oui, patron pêcheur, ça nous différencie des pêcheurs amateurs. Voilà. Et quelque part, lorsqu'on devient patron pêcheur, est-ce qu'on n'est pas passé par la phase pêcheur du dimanche, tout simplement, qui donne la passion? Oui, en général, oui. On a toujours, on a plus ou moins tous été attirés par ce métier. Bon, il y a ceux qui sont devenus pêcheurs de père en fils et qui sont de famille de pêcheurs. Et puis il y a des pêcheurs comme moi qui suis arrivé sur le milieu de la pêche où j'ai appris tout seul dans les rochers à pêcher avec l'épuisette, la palangrotte. Ça commençait avec le capichot, tu vois. Après, voilà, le capichot. Quand on était petit. Et après avec le harpon, et puis voilà. Il n'y a pas une école où on forme les pêcheurs? Oui, il y a le lycée maritime de Bastia qui forme. Bon, c'est pas l'école où ils vont vous former comme pêcheurs en travaillant avec les filets. C'est une école où ils passent leur brevet de navigation, de marin, ensuite de capitaine, et ils font des stages avec des patrons pêcheurs. On leur apprend la technique des filets. Voilà, ils sont en formation sur des bateaux de pêche et ils font des stages de 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, je ne sais plus exactement. Comment tu détermines la maille qu'il faut utiliser par rapport à la région de pêche ou le poisson que tu veux attraper? Ça dépend ce qu'on veut prendre. Hein. Si demain, moi, je veux aller pêcher du rouget, par exemple, je prends de la maille fine, qui est de la maille de 9 ou de la maille de 11. C'est de la petite maille. Ouais. Après, pour prendre du poisson plus gros, par rapport à la saison, on utilise des mailles différentes. La maille de 6, la maille de 5. Pour la langouste, par exemple, c'est la maille de 4, c'est la très grosse maille. Ouais. Et voilà, donc plus la maille est grosse, plus le poisson est gros. Et selon l'endroit où tu pêches, choisis aussi la maille où tu pourrais mettre, par exemple, sur une zone de pêche X, tu pourrais mettre la maille de 6 partout, par exemple. Oui, ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison. C'est pareil, il y a une saisonnalité dans la pêche. La grosse maille, par exemple, arrivée la fin septembre, on pêche pratiquement plus. Mais on reste dans le même maillage avec des filets différents, des filets qui sont plus hauts, qui sont adaptés à la saison. Ah oui, dans tout un savoir. Alors moi, ce que j'ai toujours aimé dans la pêche, puisque je suis pêcheur du dimanche, faire la pâte le samedi soir avec le fromage qui pousse pour attraper le poisson. Mais ce que j'ai toujours aimé dans la pratique de la pêche amateur, évidemment, c'est le côté... Il peut toujours y avoir une surprise. On ne sait jamais ce qui peut remonter. Est-ce que vous l'avez ça? C'est ce que vous ressentez? C'est ce qui nous tient, nous, hein, la surprise, justement. Et quel genre de surprise vous avez eu dans votre métier? Un poisson particulièrement peut-être rare chez nous ou particulièrement important? En général, quand on pêche au filet, moi, ce qui me fait plaisir, et quand je le prends au palangre, c'est différent. Mais quand je prends un gros denti au filet, ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Et bon, après, vous avez la chance de prendre des grosses dorades, des gros corbes, ou un gros mérou. C'est ce qui fait la passion de ce métier, justement. Vraiment, tu vois, le mérou, j'apprécie pas trop. J'aime moins aussi, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ferme, le mérou. Moi, c'est un poisson que j'aime, mais... Quand il est préparé, quand il le fait en couscous. En couscous avec du mérou, c'est délicieux. Ouais. Ah oui, tu vois, je connais pas. Parce que je trouve une chair très sèche et en même temps très dense. C'est vrai, ouais. Et bon, j'en ai déjà travaillé, hein.
Mais c'est vrai que je suis pas fan du mérou. Ouais, le gros mérou, c'est vrai que la chair est... Alors, c'est pas comparable au denti. Ah non, c'est pas comparable au denti. Alors le mérou est hermaphrodite, il naît mâle et meurt femelle, ou l'inverse. Je crois qu'il naît femelle et meurt mâle. Mais bon, est-ce que les données scientifiques sont vraiment exactes? Je crois que moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les gros poissons, les dominants, comme on les appelle, hein, que ce soit le gros mérou ou le gros corbe, ils ont une importance énorme sur la reproduction. Ah ouais. Voilà. Et c'est vrai que... Ayant été chasseur sous-marin, on est toujours attiré vers le gros poisson, où c'est le trophée, c'est le challenge, mais c'est là où c'est qu'on se trompe et où c'est qu'on fait du mal, en enlevant ces gros spécimens, justement. C'est où les reproducteurs les plus importants, voilà. C'est pas les petits poissons. Voilà. Et dans les assiettes, parmi tes clients du Bistrotel et de l'Altroverse, surtout, je pense que tu prépares plus de poissons à l'Altroverse, oui. David. Hein. Oui. Quels sont les poissons qui sont le plus recherchés? Moi, j'ai l'impression que les poissons phares, quand même, c'est le loup, la dorade, voilà, c'est ces poissons-là qui sont très fins. Hein. En pêche locale, non, c'est plutôt la mustelle. Les Ajacciens sont friands de mustelle. Le chapon. Le chapon. Ah, le chapon. Bon, et quand on a des dentilles, comme tu m'as apporté l'autre jour, qui faisaient presque 10 kilos, je pense, 10 kilos. Et que tu présentes ces grandes pièces, les gens sont émerveillés. Mais c'est vrai que je pense que les stars, c'est chapon, mustel et dentille. Et le corbe. Et le corbe, ouais. Le porc, c'est un poisson. Bien parler près du micro. Ouais. Il faut bien parler près du micro. Je disais que le corbe, c'est un poisson qui est aimé par les Ajacciens. Ils adorent ce poisson. D'accord. Le corbe, ça s'appelle le corbe parce qu'il croisse dans l'eau, comme un corbeau. Il a des otolithes dans la tête, des petites pierres en ivoire. Et ils communiquent comme ça. Et au niveau de la commercialisation du poisson, est-ce que vous avez, par exemple, le matin, lorsque vous partez en mer, on parlera demain d'une journée type d'un pêcheur, mais est-ce que vous partez avec un objectif à réaliser, parce que vous savez qu'il y a tant de restaurateurs qui vous ont demandé du poisson, ou à la au marché Ajaccio, est-ce qu'il y a une sorte d'objectif à atteindre pour ne pas perdre sa journée? L'objectif en saison, si admettons je sors, je vais prendre 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 100 kilos de poisson, il sera vendu. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà, non, c'est pas le cas. Ça arrive de faire de belles pêches, mais c'est pas régulier. C'est pas régulier parce que le poisson devient plus difficile à attraper. Et là, en ces périodes-là, au mois d'octobre, novembre, il y a l'abondance de poissons parce qu'ils remontent beaucoup à terre. Et la vente a diminué, par contre. La vente a diminué. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec du poisson sur les bras à la fin de la journée? On sort beaucoup moins. On gère nos sorties par rapport à la vente qu'on a. D'accord. Mais c'est vrai qu'en saison, on manque de poissons. Et en plus, il y a ce mouvement parce qu'il y a beaucoup de passages finalement. Oui, c'est touristique. C'est tout. C'est un tout. Le poisson finalement ne remonte pas parce qu'il y a une c'est un tout. Puis la température de l'eau qui augmente, donc ils recherchent des eaux plus fraîches. Il reste en général le poisson dans la thermocline. C'est la différence de température qu'il y a entre l'eau chaude et l'eau froide. Ah oui. Et il se situe à peu près à ce niveau-là. Tony Zeller est notre invité aujourd'hui, patron pêcheur à Ajaccio. On se quitte, Tony, on se donne rendez-vous demain et on parlera notamment de la journée type d'un pêcheur. Question de savoir comment ça se passe. Ça marche. À demain. À demain. Et merci de nous rejoindre, il est 11h15 sur Alta Briguanza. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très très bien, on apprend plein de choses dans cette émission, j'en suis fort content. Nous prenons la mer cette semaine avec Tony Zeller. Bonjour Tony. Bonjour. Patron pêcheur qui nous parle un petit peu de son savoir-faire, de ses pêches, quelquefois miraculeuses, hein, on en a parlé hier. Je ne sais pas si tu pêches un peu toi David, de façon amateur bien sûr. Je suis allé 2-3 fois avec mes oncles, soit à la canne au golfe de Lave, soit en bateau. J'ai eu la chance d'aller avec Tony pêcher l'oursin avec quelques photos qu'on ne divulguera pas. Non, ça non. Et non, j'ai pas le temps. J'aimerais. Mon grand-père était un pêcheur, mais mon arrière-grand-père était un pêcheur. Même pas un bigorneau, rien. Tu n'as rien attrapé. Nada. Bon, ça casse un peu les mythes. Ça casse un peu les mythes. Bon, tu sais bien les préparer, les poissons, c'est l'essentiel. Oui, alors Tony Zeller qui est patron pêcheur à Ajaccio. Alors Tony, concrètement, si vous devez nous raconter une journée type d'un pêcheur. Ça se passe comment? On se lève tôt le matin, je suppose? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui se lèvent tôt. Moi, je suis pas un lève-tôt, donc je pars un peu plus tard que les autres à la pêche, mais je reste beaucoup plus longtemps. Moi, c'est départ du port à 6h du matin. Ah, quand même, oui. Voilà. Ah ouais, non, ouais. Faut savoir qu'il y en a qui partent à 2h. Oui, non. Ils partent à 2h, à 3h. Moi, je pars à 6h, des fois même à 7h. Ouais. Et il me faut à peu près une heure. J'ai à peu près une heure de route du port Tinoros jusqu'à mes zones de pêche.
Et à partir de là, j'y reste des fois jusqu'à 16h, 17h, voire 18h. Ah, et la journée en mer quand même. La journée, oui. Seul, tout seul. Tout seul, oui. C'est pas dur, cette solitude. Ben, moi, je me contemple dans cette solitude. J'ai besoin de ça. Des fois, il y a un ami ou il y a mon père qui vient passer la journée en mer avec moi. Mais je me régale quand je suis seul. Ah, mais moi, ça me tente bien, David. Je sais pas si un jour on aurait la possibilité de vous accompagner. Je sais pas si de temps en temps vous prenez. Oui, bien sûr. Je sais pas si David te dit. Ah oui, moi je suis déjà allé, c'est magnifique. Il est venu à la pêche à l'oursin, David. Et il y avait de la houle le jour. Il y avait de la houle et il y avait de la police. Il y avait de la police. Et on a eu un contrôle de gendarmerie. Alors, on dit qu'on part tôt à la pêche. Pourquoi? C'est que le poisson a une heure pour peut-être. Le poisson, oui, effectivement. Il y a un mouvement du poisson qui se fait la nuit. Et puis après, faut savoir qu'à l'époque, les pêcheurs rentraient très tôt pour emmener leurs poissons au marché le matin avant 9h et ils retournaient le soir calé. Puis les choses ont évolué, puis il y en a qui rentrent plus tôt, il y en a qui rentrent plus tard, ça dépend. Et le palangre, tu parlais du palangre cette semaine, la pêche au palangre aussi a sa période de pêche. Ou tu peux pêcher le palangre toute l'année? On peut pêcher le palangre toute l'année, mais ce qui est problématique sur la pêche au palangre, c'est quand il y a la pêche à la langouste et qu'il y a des filets dans l'eau. Il y a tellement de filets sur les zones de pêche au palangre. Tu peux prendre les filets des autres. Voilà, donc quand on colle un palangre, qu'il y a des filets, qu'on accroche le palangre sur les filets, c'est pas agréable, quoi. Un palangre, c'est combien d'hameçons? Ça dépend. Moi, j'ai des palangres de 50 hameçons, 70 hameçons. On peut faire des palangres plus petits. Il y en a un tout seul. Voilà, Parce que après, il y a le palangre de fond. Où on prend du denti, du mérou, du pagre. Et puis après, il y a le palangre flottant qui est monté avec des nattes, des flotteurs de pêche. C'est en surface, alors. C'est pas en surface, mais il pêche entre deux eaux. C'est-à-dire que les hameçons ne touchent pas le fond. Là, on prend la tanoute, le sard, le denti, ces poissons-là. Alors, question bête peut-être, mais justement, David, là, tu me fais penser à quelque chose d'important. C'est que vous êtes plusieurs pêcheurs, vous êtes même un certain nombre. Sur Ajaccio, on est une quarantaine. Et dans la prud'homie d'Ajaccio, on est à peu près 80. Ouais, c'est quand même énorme. Alors, comment vous faites? Je suppose que c'est pas anarchique. Vous délimitez les zones de pêche entre vous? Non, chacun est libre d'aller où il veut, mais il y a des préférences. Il y en a qui vont préférer travailler sur Capot d'Imour. Donc, il y aura, par exemple, une dizaine de bateaux sur Capot d'Imour. Il y en a qui vont partir faire des saisons sur Porto, Girolate, et d'autres qui vont descendre dans le sud, du côté de Rocapine, Tizane. Et vous ne pouvez pas mélanger les filets? Enfin, je ne sais pas, il ne peut pas y avoir des accidents Ça arrive de se caler l'un sur l'autre, mais bon, c'est rare, quoi. On fait attention. On fait attention parce que dans la houle, des fois, tu peux ne pas voir. Oui, effectivement, il y a des conditions quand on cale des filets où on a une mauvaise visibilité, on ne voit pas les filets des autres et ça arrive de caler sur d'autres filets. Oui. Les problématiques, je suppose que le prix du carburant, c'est important. Parce que s'il y a une heure de route, de mer à l'aller et une heure de mer au retour, je suppose, ça va coûter, ça. Et 7, 8 heures, voire 10 heures de travail sur les zones. Ouais. Donc ça fait à peu près un moteur... il tourne à peu près entre 8 et 10 heures par jour. Donc là, quand vous voyez le prix du carburant monter, comme on a pu le voir par le passé, là, c'est une inquiétude pour vous? C'est inquiétant. On s'est battu là-dessus, sur le prix du carburant, parce qu'on le paye beaucoup plus cher que nos collègues du continent, et on n'a jamais réussi à obtenir gain de cause. Est-ce que tu penses que le poisson est cher, finalement? Et le poisson n'est pas cher, mais je pense qu'il va être cher un jour. Là, on pourra dire qu'il sera cher parce que la ressource diminue. Non, je ne pense pas que le prix du poisson soit cher, non. Parce que quand on évalue un peu la clientèle, ils trouvent que le poisson est cher. On ne compare pas un poisson d'élevage ou un poisson d'ailleurs. Ils trouvent que le poisson a un certain prix. Mais je pense qu'ils ne savent pas le travail qu'il y a derrière pour amener ce poisson. C'est ça qui coûte le plus cher, finalement. Mais ce n'est pas le fait. Moi, je parle de ce que coûte à un pêcheur son année de pêche. Il faut penser qu'on a des charges sociales qui sont très très élevées. On a l'entretien du bateau. Ouais. Quand on fait notre carénage annuellement, ça a un coût. Sans parler de panne.
parce que bon, après, il y a toujours une panne qui arrive dans l'année, voire 2, voire 3 pour les plus malchanceux, qui peuvent être très lourdes. Il y a le prix du matériel qui augmente d'année en année. Fabrication, toi tu fabriques le matériel. Moi je monte mes filets moi-même avec la machine. Après il y en a qui les font armer par des pêcheurs qui arment à l'aiguille, à la main. Et le matériel par lui-même, quand je commande mes kits, je vois que d'année en année ça augmente. Donc tout ça, le prix du plomb aussi a augmenté, donc automatiquement ça se répercute sur les filets, quoi. C'est sûr que c'est pas simple tout ça. Hein. Il faut tenir compte de tous ces aspects dont on ne pense pas forcément quand on a le poisson dans l'assiette. J'ai fait le calcul, ce que ça me coûte, mon métier à moi, annuellement, c'est 20 000 €. 20 000 € pour pouvoir travailler. En comptant le carburant. Des dépenses. En comptant le carburant. D'accord. C'est quand même énorme. Hein. C'est-à-dire que là, on a intérêt à travailler justement pour rentabiliser. On sait qu'on est pénalisé par rapport à la météo parce que bon, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de mauvais temps, de vent, ce qu'on appelle des BMS, bulletins météo spéciaux. Et on perd beaucoup de journées dans une année, on perd beaucoup de journées de travail par rapport. Et justement, on va en parler demain de cet aspect du métier qui est incertain, c'est-à-dire que la veille, on n'est pas sûr de pouvoir aller travailler le lendemain. Non, pas sûr. C'est-à-dire que maintenant, on a des météos qui sont assez précises. Oui. On le sait 3-4 jours avant que, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, que samedi, on ne pourra pas travailler. Donc on anticipe, on enlève nos filets. Et ça, c'est un avantage énorme. On se quitte, Tony Zeller, on se donne rendez-vous demain, jeudi, pour poursuivre cette discussion. Avec grand plaisir. À demain. À demain. Vous êtes sur Alta Brigouane, ça il est 11h15 en ce jeudi et mon cher David, bonjour. Bonjour. Et nous recevons, ça va très très bien, on parle de la mer cette semaine avec Tony Zeller qui est patron pêcheur à Ajaccio. Bonjour Tony. Bonjour Frédéric. On apprend plein de choses en votre compagnie. Alors hier on parlait notamment des petits aléas de la vie d'un pêcheur. Alors, on parlait des coûts notamment que ça représente pour vous parce qu'on avait fait le constat suivant, il faut 20 000 €, enfin c'est ce qui, en tout cas en ce qui me concerne, après il y a des pêcheurs où ça c'est peut-être multiplié par 2 et d'autres... C'est selon aussi la taille du bateau peut-être. La taille du bateau, oui, il y en a qui ont des dépenses plus importantes que ça. Donc c'est un investissement permanent finalement pour pouvoir travailler. Tout à fait. Et puis on parlait avant de se quitter des aléas de la météo. De la météo, ouais. Et là vous avez ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Mais moi j'ai fait mon premier embarquement à 18 ans, en 1988. Après, j'ai eu des moments d'arrêt parce que j'ai travaillé justement quelques années au parc régional, à la SNCM, mais je suis patron pêcheur depuis 98. D'accord. Voilà. Donc ça fait quand même, allez, on va dire 20 ans, et même un peu plus. Et même plus que vous êtes sur le terrain, je dirais, de la mer. Est-ce que vous ressentez, au niveau de la météo et de la houle de mer, de ce genre de choses, que le fameux réchauffement climatique dont on parle, ça impacte les milieux marins? Bien sûr, ouais. Bien sûr, oui. À quel niveau? Énormément. Montée des eaux, sûrement déjà. La montée des eaux, oui, mais c'est surtout tous ces coups de vent qu'on a dans l'année. Et apparemment, la courbe des ouragans s'est modifiée et elle a tendance à rentrer plus en Méditerranée que de rester en Atlantique. Ah ouais. Ça, c'est d'année en année, on aura des coups de vent de plus en plus violents, je pense. Alors, quand on voit les bateaux de Bretagne, tu sais, ces pêcheurs bretons qui partent sur la mer démontés, pêcher, je ne sais pas comment ils pêchent, parce que moi, bien entendu, c'est pas mon métier, mais tu te dis, ici, on ne voit pas la houle, mais la pêche est difficile, finalement. Mais la mer est différente, déjà. La Méditerranée, c'est des vagues qui sont plus courtes, comparativement à l'Atlantique, où ils ont une houle qui est très très longue. Et ça, c'est différent. Ils peuvent quand même pêcher. Nous, nous, non, parce que les vagues qu'on a, qui sont courte et forte, et ça casse tout. Ça casse tout. On peut pas travailler, c'est pas possible. Et la température de l'eau, puisque j'ai l'impression, moi en regardant les plages tout simplement, il y a encore quelques jours j'ai vu des gens dans l'eau par exemple, dans le golfe d'Ajaccio, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans en arrière, à cette époque de l'année. Est-ce que la température de l'eau est un petit peu plus chaude, je dirais? Est-ce qu'il y a une extension dans la saison? C'est-à-dire que... Et est-ce que ça joue aussi sur la faune? Est-ce qu'il y a un nouveau poisson qui peut arriver? Il y a de nouvelles espèces qui ont été recensées depuis ces 10 dernières années. Mais l'impact sur le réchauffement de l'eau, ça a certainement un côté négatif sur certaines espèces, ça oui. Ah oui, non, sur la faune et aussi la flore. Bien sûr. C'est un peu lié, puisque le poisson... je ne sais plus quelle année
quelle année il y a eu cette canicule, c'était en 2002 ou en 2003, il y a une espèce qu'on appelle le violet qui a totalement disparu. Et qu'on n'a plus retrouvé. Qu'on n'a plus retrouvé. Les fonds ont été brûlés au niveau de la flore de 0 à 30 mètres. Et les gorgones qui ont été brûlées carrément. Et ça a fait du mal, oui. Ah, c'est quand même assez problématique. Parce que la mer, elle est magnifique quand on la voit de l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe au fond. En général, ceux qui pratiquent pas la plongée, qui ne sont pas concernés par les fonds sous-marins, mais quand on s'intéresse de plus près aux fonds sous-marins et qu'on voit comment les fonds ont évolué, moi j'ai la chance justement de me mettre dans l'eau 4 mois par an pour faire la pêche à l'oursin, il y a une différence. Quand j'ai connu les fonds sous-marins à l'âge de 10 ans, 15 ans et 20 ans, c'était beaucoup plus fleuri, je dirais. Il y avait ce qu'on appelle le Murz, qui est en termes scientifiques, c'est la Colerpa cystosère, je crois. Je crois que c'est son nom scientifique, ouais, où c'est que l'oursin est très friand, et la soupe aussi. Et je me rappelle, étant jeune, je voyais beaucoup de bandes de soupe avec les queues qui sortaient de l'eau dans le golfe d'Ajaccio, que ce soit le Cabanon Bleu ou devant l'Altrouverte, où des pêcheurs pêchaient avec le rasadia. Voilà, ils pêchaient avec un filet qui jetait de la terre avec la force des bras, où ils prenaient des soupes, ils prenaient du sard, ils prenaient du poisson. Et ça, c'est une pêche qui a totalement disparu par rapport justement à cette herbe qu'on ne retrouve plus à fleur des rochers. Alors peut-être qu'il y a des espèces qui disparaissent, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent apparaître. Est-ce qu'on pourrait peut-être demain, peut-être dans 20 ans, 30 ans, voir par exemple des formes de requins que l'on peut trouver en eau chaude, arriver en Méditerranée? Est-ce que c'est une possibilité? En Méditerranée, il y a déjà des requins. Il y a déjà des requins. Il y a toujours eu des requins. Il y a toutes les espèces de requins en Méditerranée. Toutes les espèces, y compris le grand blanc. Le grand blanc, oui. Le grand blanc, il y en a un qui a été capturé par un pêcheur professionnel il y a 2 ans de ça sur la pointe de la Révélate. Un jeune requin qui faisait une centaine de kilos. Et puis dans les années 80, sur Okapine, il y en a un qui a été pris, qui était une grosse femelle de 6 mètres, je crois, par Monsieur Duval, qui était pêcheur professionnel à Propriano. Je ne vais plus trop me baigner. Et tu sais que ça se cuisine, David, le requin, dans certains endroits du monde, on propose du requin dans les assiettes. Les ailerons de requin aussi. Ouais. C'est très bon. Moi, je l'ai mangé. Le pot bleu, le pot bleu, voilà. Je trouve que c'est un poisson qui est excellent. Alors, à quand du requin à l'Altrouverte? Écoute, c'est rare qu'on en ait dans les filets. Enfin, dans les filets, c'est rare, oui, mais bon, ça arrive. Sinon, j'en ai cuisiné une ou deux fois. Ah, tu l'as quand même cuisiné? Ouais, 1 ou 2 fois, j'en ai eu. Il y a certains pêcheurs qui pratiquent la pêche au palangre dérivant à l'espadon qui en prennent régulièrement des pots bleus. Toi, tu fais pas l'espadon et non, pas encore. Et le tonidé? Pas encore. Pas encore. Peut-être ça t'intéresserait? Oui, j'ai une licence de grand migrateur sur mon bateau. Je peux exercer ce métier. Mais il y a quelques pêcheurs sur Ajaccio qui commencent à y arriver à cette pêche, justement par rapport à la ressource qui diminue en saison, le manque de poissons, et ils s'orientent sur la pêche au pélagique. Alors on dit souvent que justement les pélagiques, c'est les poissons qui sont en surface, qui vivent en surface, sont plus pollués, entre guillemets, si on peut dire ce terme, que les autres poissons. Est-ce que c'est la vérité? Parce qu'ils sont soumis aux hydrocarbures plus que les autres. Je sais pas, il paraît. Moi je peux pas le certifier. On ne sait pas, il n'y a pas d'études scientifiques sur ça. Je pense que s'il y avait vraiment une pollution grave, la vente de ce poisson serait interdite. Ouais. Mais bon, étant donné qu'il est commercialisé, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Il faudrait en manger peut-être, je pense, tous les jours pour avoir un taux de pollution élevé. Là, c'est plutôt la région golfe de Piane. Sur le pélagique. Ouais. Le pélagique, c'est le grand large. Ici, dans le golfe d'Ajaccio, 20 000, 10 000 des sanguinaires, ou dans le golfe d'Ajaccio, on en prend de partout. Espadon et thon. C'est pas pêché. Le pélagique, encore, c'est pratiquement pas pêché. Donc, il y a un pêcheur de Galérie. Oui, il y a un pêcheur de Galérie qui pêche l'espadon, et d'autres aussi. C'est une réserve à pélagique, la Corse. Parce que c'est une pêche qui n'est pas exploitée. Ah oui, c'est une pêche qui c'est peut-être l'avenir de notre métier. Ça se pêche comment, au palangre ou Ça se pêche au palangre. Au palangre, oui. J'ai déjà eu des espèces de 20-30 kilos d'espadon, c'est impressionnant quand même. Et c'est bon, il paraît. J'en ai jamais mangé. Mais oui, c'est l'impression qu'il ne faut pas manger trop cuit parce que ça devient vite sec. Ouais. L'espadon comme le thon ou la liche, il faut respecter.
C'est toujours comme tous les poissons. Voilà. Hein. Bon, mais le problème, c'est qu'on a tendance à manger le poisson trop cuit. C'est vrai. Et ça devient vite farineux, pâteux et totalement sec parce qu'il faut que ce soit juteux, hein, pour que ça sente la mer. Bien sûr. Alors justement, David... Comme la langouste, pardon. Oui. Comme la langouste, il faut que ça soit iodé. Et justement, David, demain, tu vas nous présenter la recette de la semaine, comme tous les vendredis. Je pense que c'est un poisson. Oui, un pavé de dentille avec une sauce au girolles. C'est intermère, en fait. Intermère, avec sauce au girolles. Ça a l'air très bon, ça. J'espère. Bon, on se donne rendez-vous demain pour terminer cette semaine avec Tony Zeller. À demain, Tony. À demain, Frédéric. À demain. Merci de nous rejoindre sur Alta à 11h15. Nous sommes vendredi. Bonjour David. 11h15, bonjour Frédéric. Oui, c'est notre rendez-vous gustatif le vendredi en général à cette heure-ci. On reçoit Tony Zeller cette semaine. Bonjour Tony. Bonjour Frédéric. Et déjà, on vous remercie d'avoir passé cette semaine avec nous. Et c'est moi qui vous remercie. Vous nous avez entraînés au large pour nous parler de votre passion et de votre métier, la pêche. On rappelle que vous êtes patron pêcheur à Ajaccio. Alors David, c'est le jour de la recette, le vendredi. Qu'est-ce que tu nous as préparé avec les poissons de Tony? Alors un pavé de dentille sauce au girolles, c'est un terre-mer. Alors il nous faut 4 pavés de dentille donc pour 4 personnes, ou alors un beau dentille d'1 kg, 1,5 kg à peu près. Il faut un oignon rouge ciselé, une bière corse de votre choix. Je vous laisse la marque. Une branche de thym frais, une branche de romarin frais. Et il nous faut du jus de veau, du jus d'agneau. Il faudrait, selon votre goût. Moi, j'aime bien le jus de veau. Il faut 200 g de girolles nettoyées. Et comment on procède, c'est très très simple. Alors, juste une petite question. Pour avoir du jus d'agneau ou du jus de veau, on peut en trouver tout fait ou on peut en trouver dans le commerce, mais il vaut mieux le faire soi-même. Ouais, c'est donc il faut faire... il faut faire un jus de veau. Alors, si un jour vous faites un jus de veau, vous en faites pour une grosse quantité. Une fois qu'il est fait, vous pouvez le congeler. On le stocke, voilà. D'accord. Et je ne sais pas si j'ai déjà donné la petite astuce, vous congelez votre jus de veau dans des petites barquettes de glaçons. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Et quand on en a besoin, on prend un glaçon de on jus. prend un cube. Un cube. Tout simplement, c'est sympa ça. Et c'est meilleur que d'acheter du fond hydraté ou des cubes de jus qu'on trouve dans les... Comme ça, c'est toujours meilleur de le faire soi-même. D'accord, merci pour cette précision. Vous demandez à votre boucher de vous donner des parures de veau. Ouais. Et vous faites votre jus de veau. D'accord. Le dimanche en famille. Pour toute la semaine. Alors comment on procède? C'est une recette très simple et très facile. On cisèle l'oignon très très fin, un oignon rouge que l'on fait réduire avec la bière corse. C'est-à-dire qu'on prend une bière corse qui fait à peu près 25 centilitres, on la fait réduire de moitié avec l'oignon ciselé. On y rajoute le thym et le romarin. Une fois que c'est réduit, on va rajouter le jus de veau et on fait réduire encore de moitié pour qu'on ait une sauce un peu onctueuse, brillante. Il faut faire attention de ne pas saler, parce que quand le jus de veau réduit, il se sale naturellement, ça devient très salé. Et par contre, il faut poivrer, il faut légèrement poivrer. Alors on pourrait agrémenter d'épices, de ce que l'on veut, ou on pourrait mettre de la népita ou de la perse, selon ce que l'on a. On va faire saisir les pavés de dentille côté peau d'abord. Alors le dentier a une peau assez dense, je ne me trompe pas, hein, Tony. Donc il faut faire attention que le poisson se recoqueville. Donc on fait une petite incision sur le dos du poisson et on vient le poêler à l'huile d'olive sur le côté peau d'abord. Et ensuite on le retourne sur le côté chair. Alors moi je conseille toujours, c'est ce que je fais chez moi dans mes restaurants, c'est que d'un côté et de l'autre je les saisis et ensuite je les termine au four à 160 degrés pour que la cuisson soit uniforme. Voilà. Une fois que le poisson est saisi, on le débarrasse, on attend que la sauce soit prête pour finir la cuisson des pavés. Alors la sauce c'est très très simple, on fait revenir les échalotes ou l'oignon avec les girolles qui ont été nettoyés, on les fait revenir. Une fois qu'ils sont revenus, on rajoute notre sauce et on laisse compoter notre sauce aux girolles. Une fois que c'est prêt, on rectifie l'assaisonnement, on goûte. On vient terminer nos pavés de dentille au four juste avant d'envoyer à notre famille ou à nos amis. Et une fois que le poisson est cuit, on vient napper de sauce aux girolles notre poisson. On peut servir ça avec une purée de pommes de terre, une purée de panais, ou un petit riz basmati, ou du blé, voilà, ce que l'on veut. Le temps de cuisson du pavé de dentille? Alors, selon le poids, si ton pavé de dentille fait 180-200 grammes, il faut entre 7 et 8 minutes. Voilà.
D'accord, ouais, non, c'est assez simple. Ça a l'air bien bon. C'est comme un chaud-froid ou un sucré-salé. C'est intermère. Intermère, voilà. On associe, et l'association des goûts, girole et poisson, ça alors, va, le dentier est un poisson quand même avec du goût. C'est un poisson avec du caractère. Donc, une sauce au girole vient vraiment le complémenter. Ça se marie très, très bien. Ça a l'air très bon. Je ne sais pas si vous cuisinez, vous, Tony, et en particulier vos poissons, pourquoi pas? Ben oui. Oui, je cuisine. Oui, et j'adore ça. Il m'a donné son secret, mais on ne le dira pas, de la sauce aux langoustes. Ouais. Même pas sur la torture, je donnerai la recette, j'ai promis. J'adore faire les pâtes aux langoustes. Puis bon, le grand classique. Le grand classique. Oui. Alors, pour la petite anecdote, il nous a fait les pâtes aux langoustes 3 jours avant que le restaurant ne brûle. Tu t'en souviens? On s'était réunis, mon frère et des amis, en cercle très restreint. Nous avions condamné les femmes à rester à la maison. Et il nous a fait les pâtes aux langoustes, les meilleures que j'ai mangées de ma vie. C'était extraordinaire. Il s'est resservi d'ailleurs. Hein. Ouais. Jean-Pierre m'a dit son frère que c'était rare qu'il se resserve. Le jour où il s'est resservi. Donc c'est que c'était beau. Un grand moment. Il va falloir le faire venir en guest un soir du côté de la Trouverse. Mais pourquoi pas, hein. On peut tenter une petite collaboration. Pâtes aux langoustes comme ça, j'en ai jamais mangé. D'accord. Ouais, c'était un grand moment. D'amitié. On les avait préparés ensemble. Ah ouais, d'amitié et vraiment de saveur parce que c'était... Et c'était vraiment un très bon... Et le poisson aussi. Mais ce qui me manque, moi, c'est les temps de cuisson que je ne respecte pas. Ah, d'accord. Je contrôle régulièrement mon poisson, justement, parce que bon, je suis pas... C'est un métier, hein. Métier, un cuisinier. Hein. Et j'essaie de pas trop le cuire, quoi. Donc, j'ouvre tout le temps mon four, je contrôle, j'arrose... Mais en général, ça va, c'est pas dégueulasse. D'accord. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir passé cette semaine en ma compagnie. David, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est avec plaisir, avec grand plaisir. On retrouvera Tony pour la pêche aux oursins aussi. Ouais, mais pourquoi pas. On parlera la prochaine fois des oursins et des langoustes. Tony, ça vous dit de revenir? Des oursins et des langoustes? Ouais. Si on est gentil, allez. Non, allez, je reviendrai. Bon, ça va. Allez, Tony, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. À lundi prochain. À bientôt, David. Au revoir, merci beaucoup.